Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce débat qui précède le déjeuner. C'est toujours le moment le plus difficile, mais en même temps celui où on va pouvoir effectivement entendre un panel tout à fait exceptionnel, réuni par le Paris Air Forum, cette année encore, sur le thème dont on a déjà un peu parlé ce matin, l'intelligence artificielle, nouvelles frontières pour l'aviation et le spatial. Alors nous avons avec nous deux industriels, deux tech companies, avec Thierry Breton, qui est le président directeur général d'Atos, ancien ministre de l'économie. Je suis surtout connu comme ministre de l'économie. Patrice Caine, qui est le président directeur général de Thales. Alexandre de Juniac, qui est le directeur général de IATA, et donc qui va représenter les intérêts des compagnies aériennes dont on a parlé un petit peu dans la tribune et ce matin avec la ministre de quelques enjeux du moment, notamment sur l'environnement. Et enfin, le régulateur, Patrick Gandil, directeur général de l'aviation civile à la DGAC, donc, qui va peut-être prendre la parole le premier, parce que je pense que quand on veut poser le cadre de l'intelligence artificielle, notamment en France et dans le contexte actuel, je pense que ça serait intéressant de vous entendre, peut-être nous donner à la fois une définition de qu'est-ce qu'on entend par l'arrivée de ces technologies dans le monde de l'aéronautique, civile et également, puisque à la tribune on parle à la fois du civil et du militaire, et quelles sont les grandes avancées, quels sont les grands cas d'usage qu'on peut commencer à voir advenir. Merci beaucoup. Bon, je n'ai pas une expertise qui me permette de me lancer dans des définitions. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on parle d'intelligence artificielle depuis longtemps. Il y a quelques années, il s'agissait de faire des bases de règles, des moteurs d'inférence, et à partir de ça, dans une démarche au fond très déterministe, on passait des règles à la résolution de problèmes par des méthodes d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le monde a changé. On a des puissances de calcul qui étaient tout à fait inimaginables au moment où l'intelligence artificielle est apparue. Et donc, on travaille sur des grandes masses de données, des données d'entrée, des données de sortie, et le système essaie d'apprendre tout seul comment on passe des unes aux autres. Et ça nous permet de progresser, parce que établir des règles dans des systèmes complexes, c'est extrêmement difficile, tandis que utiliser des masses de données et travailler sur ces masses de données pour voir comment le système peut apprendre et finalement peut se substituer à une partie des tâches humaines, ça c'est quelque chose qui est plus important. Et dans des tas de domaines de notre activité. On pense bien entendu au contrôle aérien, mais c'est vrai aussi pour un certain nombre de systèmes avions, mais c'est vrai aussi pour des systèmes de contrôle de bagages en matière de sûreté par exemple, ou tout un tas d'autres systèmes aéroportuaires. Toute la question qui se pose, c'est le niveau de confiance qu'on peut accorder à ces systèmes. Et comme l'un des responsables de la sécurité du domaine, c'est pour moi une question essentielle. Et là, il y a une révolution à faire. Pour l'instant, on est dans des situations qui sont complètement déterministes, c'est-à-dire que sur les systèmes au moins les plus importants, ce qu'on appelle les systèmes critiques, on veut être certain du résultat. Donc on fait des arbres des causes qui sont, eux, parfaitement déterministes. On a un peu de probabilité sur chaque branche, c'est des systèmes dits semi-probabilistes, mais néanmoins, il faut qu'on soit capable d'expliquer tout le système. Ça ne marche pas avec ce que je viens de dire. Quand on a des données d'entrée, des données de sortie, une fonction de transfert qui est une sorte de boîte noire, tout ce qu'on peut dire, c'est que cette boîte noire, elle fonctionne statistiquement. On peut la démontrer en faisant des tas d'expériences, mais on n'arrivera jamais à démontrer qu'elle va fonctionner dans tous les cas avec une approche mathématique. Et il ne faut pas oublier que nous travaillons sur des probabilités de défaut qui se baladent entre 10-9 et 10-6. Et donc là-dessus, l'approche statistique, elle peut difficilement tout garantir. En même temps, plus on travaille et plus on voit quand même que ça marche. Et donc, il y a une question essentielle, je dirais d'abord pour nos industriels, qui est de nous faire cette analyse scientifique et de nous montrer qu'on peut travailler dessus,
et pour nous-mêmes, pour faire l'aggiornamento et prendre la responsabilité de dire à un certain moment qu'on veut avoir une approche différente de la sécurité. Ce sujet est encore un sujet ouvert. Merci beaucoup. Alors on va écouter peut-être Alexandre de Juniac, avant d'entendre nos deux entreprises industrielles qui travaillent sur ces nouveaux services, pour écouter les besoins, les attentes des compagnies aériennes en matière d'intelligence artificielle. Les cas d'usage sont très nombreux. Donc est-ce que vous pourriez les décrire brièvement et voir effectivement quelles sont celles que vous pourriez voir arriver prochainement dans vos avions? Alors, dans les usages que les compagnies aériennes pourraient faire assez vite de l'intelligence artificielle, on a déjà même un peu commencé en réalité. C'est tout ce qui est la maintenance et la maintenance prédictive, en utilisant toutes les données de vol et toutes les données de maintenance et en les réinjectant dans le système pour savoir, pour adapter nos comportements en matière de maintenance. Ça, c'est la première chose. C'est déjà fait en particulier par certains équipementiers, et notamment par les fabricants de moteurs. Le deuxième domaine, pour nous, c'est la distribution et le commercial. Parce que le nombre de choses qu'on sait sur vous, c'est considérable. On a une masse de données sur vous, notamment à travers les programmes de fidélité. Et donc, savoir intelligemment vous faire les bonnes offres au bon moment, ce sont des algorithmes qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle. Un troisième élément, c'est que nous, au sein d'IATA, nous essayons de constituer une énorme base de données safety, en essayant d'enregistrer tous les accidents, incidents, problèmes, pour essayer d'en tirer des conclusions ou des comportements, etc. Et là encore, des algorithmes d'intelligence artificielle peuvent servir, parce que la masse de données est gigantesque, et donc l'intelligence artificielle nous apporte des choses. Alors maintenant, il y a quand même un élément, vu des compagnies aériennes, qui rejoint ce que vient de dire Patrick, sur comment est-ce qu'on intègre ces technologies de manière sécurisée, de manière sûre. Et là, je pense on aura un dialogue à avoir avec les régulateurs en matière de certification. C'est comment est-ce qu'on certifie des technologies d'intelligence artificielle. C'est pas facile. Déjà, pour certifier des technologies qui sont des algorithmes déterministes, genre Boeing 737 MAX, MCAS, on voit que ça peut poser des difficultés. Alors, pour certifier des systèmes d'intelligence artificielle sur des avions ou qui sont safety critical, là, ça va demander un peu de réflexion, je crois. Et vu de nous, c'est important, puisque pour l'entrée en service de tels systèmes, on est quand même obligé de s'appuyer sur la certification pour être certain que ces systèmes sont sûrs. On va reparler de ce sujet, mais gardez peut-être le micro une minute, parce qu'il y a un élément quand même, évidemment, plus grand public, qui est y a-t-il un pilote dans l'avion, quoi, monsieur Bob, qu'on connaît bien dans le film. Donc, parce que c'est ça qui nous intéresse, nous qui voyageons, est-ce qu'on peut envisager, il y a déjà un pilotage automatique extrêmement poussé, jusqu'où est-ce qu'on peut envisager que l'intelligence artificielle automatise les avions? Et j'imagine pour vous, dans un enjeu de compétitivité très important pour les compagnies aériennes, jusqu'où vous pensez qu'il y aura une acceptation du public d'un avion, peut-être demain, complètement autonome? Alors, enfin, vu de nous... Vous avez 2 minutes. Enfin, vu de nous, on sait à peu près faire marcher un avion en automatique. Ça marche déjà, en réalité. Maintenant, l'acceptation par le public est assez limitée. Le jour où vous me direz monter dans un avion sans pilote, je vais quand même vous... Mais c'est ça notre problème. Interroger. C'est que pour persuader le public qui va monter dans un avion sans pilote, ça va être un peu compliqué. Il faudra quelques années de Est-ce que c'est une pratique. perspective sur laquelle vous travaillez? C'est plutôt un sujet de constructeurs d'avions et de très grands équipementiers comme j'ai à côté de moi. Mais pour l'instant, si vous voulez, on n'a pas lancé de campagne de publicité pour monter dans l'avion sans pilote. Ça s'est pas encore arrivé, ça. On sent qu'il y a une petite hésitation du côté du public. Alors, Thierry Breton, pour parler d'intelligence artificielle, il faut parler beaucoup d'informatique, de puissance de calcul. Qu'est-ce que Atos fait dans ce domaine? Et en quelques mots, quelles sont les perspectives que vous allez, quelles sont les technologies nouvelles qui vont arriver? D'abord, à mon avis, sur cette question, on va faire un duo avec Patrice. Je pense que je lui poserai la même question. On va faire un duo, donc voilà. Et on ne s'est pas concerté, mais on va certainement faire un duo. L'ordre de passage est alphabétique. Et vous verrez qu'il sera très compatible. Ouais. Puisque vous avez dit tout à l'heure que... Philippe, vous me connaissiez plus comme ministre que comme président d'Atos. Ça fait quand même 10 ans que je suis président d'Atos. Alors je vais juste dire en 2 mots ce que fait Atos. Allez-y.
Atos, quand je En suis... deux mots. En deux mots. En deux mots. Quand je suis arrivé à Atos, c'était une entreprise qui avait 45 000 ingénieurs, qui faisait 5 milliards, qui valait 1,5 milliard. Aujourd'hui, Atos, c'est un groupe qui a 125 000 ingénieurs dans 72 pays, avec numéro 1 dans les paiements. Ça vaut 11 milliards, les paiements, et Atos vaut 11 milliards. Le groupe, ensemble, vaut 22 milliards aujourd'hui en bourse. On est passé de 1,5 milliard à 22 milliards. Ça veut dire qu'on peut encore créer des aventures technologiques en France, avec un certain nombre d'éléments qui sont très importants. Le premier, évidemment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous sommes le leader en matière de supercalculateurs et de puissance de calcul, et c'est extrêmement important. On ne peut pas parler d'intelligence artificielle si on ne parle pas de puissance de calcul, qu'elle soit du reste centralisé ou maintenant déportée, ce qu'on appelle le edge computing. On a un certain nombre de positions qui sont importantes. Alexandre, dans le e-payment, donc on est numéro 1 en Europe. Dans les services de sécurité, de cybersécurité, numéro 1 aussi. Donc c'est important parce que tout ça contribue précisément à pouvoir répondre aux problématiques qui sont les vôtres. Le deuxième élément, c'est que l'intelligence artificielle, on va en mettre partout. Je dis bien partout. On a l'impression que l'intelligence artificielle va remplacer sur tous les éléments de la chaîne de valeur. Alors, le monde du transport aérien, dans toutes ses composantes, y compris les plus extrêmes, et ça Patrice en parlera beaucoup mieux que moi, parce qu'ils sont très avancés là-dessus, sur le One Pilot, on sait faire, et on va savoir faire. Viendra évidemment le problème de la régulation, et viendra évidemment le problème, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de l'acceptabilité. Mais comme tous les secteurs, l'intelligence artificielle va évidemment impacter massivement le monde du transport aérien. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a d'abord l'expérience client. Et c'est vrai que les compagnies aériennes, IATA, ont une expérience client absolument formidable. Et donc pour pouvoir mieux suivre son client, elles vont devoir aussi s'équiper de ces infrastructures, de ces données, pour mieux anticiper les clients, pour avoir la capacité pour les hauts contributeurs de leur offrir ce qu'ils veulent, etc., etc. Et là, il faut de l'intelligence artificielle. Pour les employés sur le terrain, etc., tout ce qui est évidemment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la maintenance prédictive, la 3D, ce qui va faciliter les opérations de maintenance, on en fait déjà évidemment, et le groupe de Patrice en fait beaucoup, on en fait aussi, et là, il va y en avoir de plus en plus, et il y a de l'intelligence artificielle, bien entendu. Pour les avions connectés, oui, bien sûr, les avions connectés, c'est évidemment les avions connectés en vol avec les données, mais paradoxalement, même s'il y a beaucoup de données qui sont échangées, il n'y en a quand même pas trop encore qui transitent entre, pas trop, au sens du volume que nous traitons, je dirais, entre l'avion en vol et les infrastructures qui sont sur Terre. Je vous donne un exemple pour la voiture, le véhicule connecté par exemple, véhicule connecté, totalement autonome, c'est 30 pétaoctets, 30 millions de milliards d'informations par jour. Un avion en vol, Patrice, je ne sais pas combien c'est à peu près peut-être 1 ou 2. Donc si vous voyez, on n'est pas encore dans ces volumes, parce qu'évidemment, il faut avoir des infrastructures totalement sécurisées. Et puis il y a aussi évidemment tout ce qui concerne les plateformes. Vous êtes dans un écosystème qui, par définition, a de très nombreux partenaires. Donc il faut avoir des plateformes. IATA, évidemment, a un certain nombre de programmes aujourd'hui qui pilotent. Et là, il faut évidemment parler entre de multiples partenaires. Le dernier point que je voudrais indiquer, c'est que, vous l'avez indiqué, monsieur, tout à l'heure, il faut évidemment, pour l'intelligence artificielle, pour avoir des algorithmes pertinents, il faut ce qu'on appelle les machines apprenantes, le machine learning. Donc là, d'abord, l'accès aux données de masse qui vont vous permettre d'enrichir les algorithmes, de les rendre ensuite efficaces, et puis vous allez déporter ensuite de plus en plus les algorithmes au plus près de la création de données. Toutes ces données n'ont pas vocation à être rapatriées dans le cloud ou dans les data centers. La quasi-totalité des données aujourd'hui doivent être traitées localement, parce que d'abord elles sont moins pertinentes, on les ramener en centrale, et puis aussi les temps de latence sont extrêmement importants, il faut réagir évidemment de plus en plus en temps réel. Donc, il faut impérativement déporter de la puissance de calcul. Et c'est dans ce contexte qu'Atos on est la première entreprise du monde, on l'a annoncé il y a 15 jours, à déporter aujourd'hui, à avoir ce qu'on appelle un Sequana Edge, c'est-à-dire donc une capacité à avoir une capacité de calcul. C'est un système qui fait quelques kilos, mais qui est quand même 165 teraflops, donc c'est quasiment un super ordinateur d'il y a 10 ans, et qui va pouvoir être ensuite localisé partout où on va avoir de la connectique.
Alors ça peut être dans un aéroport, pour avoir par exemple les capteurs que fait Patrice, la reconnaissance faciale, etc. Ça peut être dans un avion, pour pouvoir faire la distribution de flux vidéo, peut-être même en utilisant la 5G. Ça peut être évidemment sur les plateformes qui vont être ensuite les plateformes qui vont gérer l'ensemble de la problématique sur les tarmacs, y compris sur les automates, y compris la possibilité d'avoir, pour des déchargements de bagages et autres, des infrastructures qui soient automatisées, voire sans pilote, là pour le coup. Donc on voit que, j'insiste là-dessus, pas d'intelligence artificielle si on n'a pas d'intelligence déportée. Je vous donne un chiffre pour illustrer ce que je dis. Aujourd'hui, en 2019, l'activité humaine va créer 35 zétabytes de données, c'est-à-dire 35 000 milliards de données. Ça, c'est l'activité humaine en création de données. Dans 5 ans, ce sera 175 zétabytes. On augmente de 60% par an à peu près. Aujourd'hui, 80% de ces données sont traitées, stockées, processées, soit dans des clouds, qui sont par définition malgré tout localisés, dans des fermes de serveurs, soit dans des data centers, et 20% à l'extérieur. Dans 5 ans, c'est le même chiffre, mais inversé. 20% des données seront traitées, stockées, processées dans des clouds et dans des data centers, 80% partout ailleurs. Et évidemment, ça va impacter massivement votre industrie. Et là, et c'est le dernier point, puissance de calcul, algorithme et évidemment cybersécurité. Car évidemment, vous comprenez qu'à partir du moment où vous avez 80% des données qui sont traitées, créées sur la planète, qui sont totalement délocalisées, partout sur un tarmac, partout dans un avion, partout dans un aéroport, ce sont autant de points d'entrée, de zones de vulnérabilité. Et là, il faut avoir de la cryptologie locale. On a un système qui s'appelle Horus, qui va aller encrypter la donnée localement, qui va évidemment donner une clé particulière pour pouvoir sécuriser ces points d'entrée. Mais là, c'est un sujet, alors on y travaille tous les deux, c'est des sujets qui sont absolument gigantesques. Et on a la chance d'avoir 2 entreprises en France qui sont leaders sur ces domaines. Et croyez-moi, c'est un domaine qui sera l'un des domaines les plus importants dans les années qui viennent. Merci Thierry Breton. On va donner le micro à Patrice Quenne, mais on va revenir sur toutes les portes que vous avez ouvertes, bien sûr. Alors, Patrice, effectivement, la question, peut-être, je la repose sur les cas d'usage, plutôt dans l'aviation civile, parce qu'on pourrait aussi parler du militaire ensuite. Quels sont les grands cas d'usage sur lesquels vous envisagez, sur lesquels vous travaillez, vous, Thalès ? J'ai essayé effectivement d'illustrer, de prendre des exemples un peu concrets pour juste faire toucher du doigt que l'intelligence artificielle, c'est parti. C'est parti. D'abord, c'est largement utilisé dans ce que j'appelle les opérations aériennes, les compagnies aériennes. Finalement, les compagnies aériennes, ce sont des grandes entreprises comme les autres qui ont progressivement numérisé leur processus. Voilà. Et utilisent effectivement, que ce soit l'IA ou les algorithmes de big data, je ne fais pas trop la différence, pour effectivement augmenter l'efficacité de leurs opérations. La maintenance prédictive citée par Alexandre est un exemple très concret, effectivement, d'utilisation de ces fameux algorithmes. Un autre exemple très concret, et nous y travaillons avec un certain nombre de compagnies aériennes, c'est comment monétiser toutes les données, je crois aussi tu as fait allusion, Alexandre, toutes les données détenues par les compagnies aériennes sur les passagers, ce qu'ils font, leurs habitudes de voyage, etc. C'est-à-dire qu'on va aller vers une personnalisation de l'offre. Exactement, c'est comment finalement vous proposez une offre qui soit vraiment ciblée, du coup d'augmenter le hit rate, le fait que vous allez dire oui, que vous allez effectivement prendre cette offre, plutôt que d'être noyé dans une foule d'offres qui en fait ne vous intéresse pas. Donc ça c'est un premier paquet, l'utilisation de l'IA pour les opérations aériennes. Il y a un deuxième paquet qui est l'utilisation de ces technologies pour améliorer ce qu'on appelle l'expérience passager. Voilà. Je prends 2 exemples. C'est la combinaison entre biométrie et IA. Aujourd'hui, un des inconvénients ou des gênes qu'on peut avoir en tant que passager, c'est quand on arrive à l'aéroport, c'est faire la queue, ça peut être effectivement passer à travers des fils de sécurité qui sont un peu trop lents, etc. Voilà. Aujourd'hui, les technologies de biométrie associées à l'IA sont tout à fait matures aujourd'hui pour vous permettre, dès l'achat de votre titre de transport, de votre billet, d'associer un identifiant numérique, finalement l'équivalent de votre passeport ou de votre carte d'identité, à base de biométrie, qui vous permet tout au long de votre parcours à l'aéroport d'être reconnu sans sortir votre titre d'identité, finalement. Par biométrie, on va scanner votre visage et le reconnaître dans une base de données et l'associer de manière hautement sécurisée.
Concrètement, ça veut dire qu'on passera combien de temps? Beaucoup moins de temps au On passage n'a pas à la mesuré les gains, si je puis dire, qu'on peut apporter, mais c'est certainement considérable aujourd'hui, hein, de ce point de vue-là. L'autre exemple dans cette catégorie que j'appelle moi l'expérience passager, c'est dans le domaine du multimédia de bord, les IFE, effectivement. Là aussi, on revient sur la personnalisation finalement de votre expérience passager. Comment avoir, quand vous asseyez dans votre fauteuil, un IFE qui correspond directement à ce que vous aimez, ce que vous souhaitez faire. Vos préférences en termes de films, de musique, de duty-free pour ceux qui consomment dans les avions, voire de préférences alimentaires, comment commander directement au siège, etc. Un peu comme sur Netflix, pour ne pas faire de pub. Le Netflix, si je puis dire, de l'aéronautique, absolument. On peut prendre cette image-là. Et puis le troisième paquet, c'est celui du transport lui-même, de l'aviation elle-même. Et je prends deux exemples sur lesquels, effectivement, on applique et on va appliquer de plus en plus ces technologies. Le premier, je ne vais pas y rester très longtemps parce que c'est vraiment un sujet de constructeur, c'est le fameux SPO, hein, comment passer finalement de 2 pilotes à un pilote assisté dans le cockpit, hein, il n'y en a que 2 dans l'avion, hein, mais dans le cockpit assisté par de l'intelligence artificielle et pas de l'intelligence humaine. Mais je prends le second sujet qui nous concerne plus directement, qui est l'optimisation des trajectoires des avions en temps réel. Parce que finalement, un des inconvénients aujourd'hui de nos plans de vol, c'est qu'ils sont relativement figés 24 heures à l'avance, on peut dire ça comme ça. Et donc effectivement, en cas d'événement imprévu pendant le vol, événement météo, on a des modèles météo, mais congestion par exemple des aéroports, ça vous ne le savez pas forcément 24 heures à l'avance, être capable d'optimiser la trajectoire en vol, normalement, va vous permettre de consommer moins de fuel, moins de temps de vol, donc plus de confort passager et accessoirement un gain économique pour la compagnie aérienne qui est très important. Voilà ces 3 grands paquets. Maintenant, il y a comme des barrières technologiques à sauter. Hein, c'est pas si facile que ça. Moi, je vois au moins 2 étapes à franchir avant de pouvoir vraiment l'appliquer, notamment dans un monde safety critical. La première, c'est d'être capable de mettre au point une IA dite explicable. Hein, l'inconvénient majeur aujourd'hui du deep learning et du machine learning, d'ailleurs les gens finissent par confondre intelligence artificielle et deep learning. C'est juste une des branches de l'IA, hein, qui est de l'apprentissage sur les données. C'est une boîte noire. Aujourd'hui, effectivement, tout ce qu'utilise... On ne sait pas expliquer les résultats. Vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est probabiliste, en fait. Hein. Et ça, dans un monde safety critical, à 10.9, ce n'est pas possible. Voilà, c'est et donc il faut qu'on travaille, c'est probablement d'ailleurs une hybridation entre 2 branches de l'IA, celle à base d'apprentissage par les données, typiquement le machine learning, et celle d'apprentissage à base des modèles. Donc ça, c'est un premier, je dirais, premier challenge technologique à pouvoir franchir, et on y travaille d'arrache-pied. Le deuxième, qui est plus lointain quand même, hein, il faut être aussi réaliste, est d'avoir une IA qui serait certifiable. On l'a dit. Quand vous interrogez les meilleurs experts au monde aujourd'hui sur ces questions-là, ils vous répondent aujourd'hui qu'ils ne sont pas sûrs d'y arriver. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Mais c'est pour, je dirais, mesurer le challenge technologique, c'est que même les meilleurs experts vous disent c'est pas sûr qu'on puisse un jour arriver à mettre au point une forme d'IA qui soit certifiable. Merci beaucoup, Patrice Ken. Peut-être Patrick Gandil, je vous redonne la parole sur quelques pistes qui ont été ouvertes. Il y en a tellement, on va essayer de les sérier, mais un élément qui est clair, c'est que le ciel, alors je ne sais pas si on peut parler de grand embouteillage, mais à l'horizon des prochaines années, il va y avoir une explosion du trafic aérien, so far so good, sauf catastrophe économique ou géopolitique, mais on voit bien qu'il y a une croissance considérable du trafic. Je crois que Fabrice Lisinski me disait qu'on va avoir, à partir de 2037, plus de passagers dans les transports aériens que d'habitants sur Terre. Là, on est à 4 milliards, on devrait plus que doubler. Voilà. Merci. Et par ailleurs, arrivent de nouveaux objets volants qui ne sont pas encore très bien identifiés, mais qui sont les drones. Eux, ils sont assez identifiés. Il y en a de plusieurs natures, des petits, des gros, des moyens. Ceux qui sont développés par les grandes plateformes américaines pour la livraison, notamment, qui vont arriver dans nos espaces aériens. Et puis, les éventuels taxis volants, fameux taxis volants dont on commence à parler. Comment vous, en tant que garant de la confiance dans la sécurité, la plus absolue possible, vous voyez les choses donc, dans les années qui viennent, et comment est-ce que les technologies
comme celles qu'on vient d'évoquer, peuvent apporter des solutions, des réponses, si on peut les certifier, bien sûr. La question est vaste. Alors, sur la partie, je dirais, classique d'encombrement du ciel pour le transport aérien. Bon, d'abord, il y a malheureusement un facteur limitant, c'est la capacité aéroportuaire. Il n'y a pas que le ciel qui a des limites. Un avion, c'est quand même un objet génial qui vole de façon merveilleuse, mais de temps en temps, il faut qu'il se pose. Donc, le système a ses propres contraintes et n'est pas infini en soi. Deuxièmement, au niveau de ce qui se passe dans le ciel, quel que soit le système de transport, et c'est vrai pour le nôtre aussi, il y a des heures plus intéressantes, il y a des routes plus intéressantes, en plus on cherche à avoir les routes les plus courtes possibles, et donc il y a des lieux d'embouteillage. Simplement, un avion, on ne peut pas trop le ralentir, on ne peut pas du tout l'arrêter, et donc on ne gère pas par l'embouteillage comme on le gère sur la route. On gère par un système central qui est situé à Eurocontrol à Bruxelles, qui a une connaissance en temps réel de l'état de saturation de tous les aéroports et de l'état de saturation de tous les secteurs de contrôle aérien, c'est-à-dire la zone d'espace gérée par un contrôleur, et qui cherche à optimiser ça. Et quand un avion ne peut pas faire le parcours sans coup férir, il est bloqué au sol et il attend jusqu'à ce qu'on puisse lui faire le parcours. C'est une sorte d'embouteillage déporté. Au lieu d'attendre pour entrer sur l'autoroute, on attend au sol d'avoir la possibilité de le faire. On sent bien que ces systèmes-là pourraient être améliorés. Après, il ne faut pas tout vouloir. Si on veut pouvoir faire un système plus fluide, il y a des moments où il faut éviter de passer tous au même endroit, mais s'écarter un peu. Et si chacun s'écarte un peu, ça marche. On perd un peu de temps de vol, on perd donc un peu de kérosène, de gaz à effet de serre et tout. Ce n'est pas une solution parfaite, mais le système peut être optimisé et il y a des progrès importants à faire là-dessus. Je pense que ces nouveaux systèmes, qui vont être beaucoup à base d'intelligence artificielle, devraient nous apporter des progrès. Après, il y a la question des drones. Alors, les drones, il y en a de tout type et de toute taille. Le drone, qui est plutôt un drone militaire aujourd'hui, qui vole comme un avion, un espace contrôlé, finalement, moyennant quelques précautions, il vole exactement comme un avion et donc il ne fait que se rajouter au nombre d'avions de ligne. Le drone urbain, que ce soit le drone de livraison ou que ce soit le taxi volant, lui, il vole dans un espace où aujourd'hui il n'y a aucun avion. Donc le système est complètement disconnecté, disjoint du système des avions de ligne. En revanche, il y a deux barrières à franchir. La première barrière, et j'insiste là-dessus parce qu'elle n'est pas franchie aujourd'hui, c'est la navigabilité du drone, c'est-à-dire que le drone tout seul ne tombe pas sur quelqu'un ou ne se crache pas tout seul ou ne s'échappe pas de son parcours. Aujourd'hui, on n'est pas au niveau de sécurité des probabilités aéronautiques dont je parlais tout à l'heure, et c'est un point essentiel pour progresser là-dessus. C'est ce qui fait qu'on est très prudent sur le drone en ville. Plus le drone sera gros, plus ça sera facile à faire. Apporter une sécurité avec toutes les redondances dans une machine de 2 kg, c'est très difficile. Le faire dans une machine de 2 tonnes, ça existe déjà, ça s'appelle un hélicoptère, qu'on pourrait droniser, mais la machine en elle-même vole. Et puis après, il y a un grand nombre de drones ensemble. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'on est capable de faire des systèmes automatiques qui arriveront à faire voler ça, et on a un certain nombre de modèles là-dessus. Et pour moi, la question est marginalement technologique. Il faut sans doute 5 à 10 ans, mais enfin, on est vraiment juste devant les solutions. La question, c'est principalement une question d'acceptabilité et de type de modèles qui vont être employés. On entend bien que le taxi volant déclenche tout de suite un certain nombre de réactions, le transport des riches et tout, et c'est tout de même ce sujet d'acceptabilité est important. Le transport de colis, au moment où c'est très difficile de faire passer des camions en ville et où on cherche de plus en plus à débarrasser la ville des camions, ça peut apporter, si l'engin est parfaitement silencieux, ce qui devrait être le cas, un avantage très important. Donc le sujet drone,
il faut bien se rendre compte qu'il est certes technologique, mais il est avant tout politique, et cette question est devant nous. Et il ne faut pas que nous-mêmes, professionnels de l'aviation, par notre passion pour la technologie, on oublie qu'il y a quand même une acceptabilité générale pour des gens qui ne sont pas tous des professionnels de l'aviation. Je vais me permettre un commentaire, c'est déjà compliqué de construire le Charles de Gaulle Express, donc taxi volant, je ne sais pas effectivement si c'est une priorité, à moins qu'on fasse des autobus volants ou un Charles de Gaulle Express volant, mais pour chacun. On peut imaginer que ce soit encore plus gros si on suit votre raisonnement. Non, mais faire un taxi volant avec pilote pour 4 places, ça s'appelle un écureuil. Après, cet écureuil, il faut qu'il soit silencieux. Ça veut dire des moteurs électriques, ça veut dire probablement des multirotors pour la sécurité, mais aussi pour qu'on n'ait pas ces très longues pales qui produisent du bruit. Et puis après, droniser ça, au fond, on sait droniser déjà des engins assez compliqués, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on... Il faut qu'on traite cette question de technologie, de sécurité, de certification, mais il ne faut pas non plus qu'on la surestime. Et un peu comme pour le Charles de Gaulle Express, la difficulté n'est pas technologique, elle est dans l'acceptabilité. Alexandre de Juniac, ce matin, Elisabeth Borne à cette tribune, à la tribune, a dit que le transport aérien était, il fallait le défendre. Elle était dans un moment assez compliqué. Est-ce que, alors, au-delà de l'apport des technologies, effectivement, on a un peu parlé des trajectoires, des approches, donc vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot. Est-ce que ça pourrait apporter, mais ça ne résoudra pas le problème, bien sûr, complet de l'impact environnemental, mais ça peut y contribuer. Mais est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot sur cette polémique qui est là, et quels engagements, est-ce que quand même, du point de vue des compagnies aériennes, c'est pas un appel à l'action aussi, même si il ne faut pas sombrer dans le discours démagogique qui dit à 10 ans il faut interdire l'avion. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un changement peut-être de braquet à faire du côté des compagnies aériennes sur ce terrain? Vous avez raison de dire qu'on est sous forte pression. On est sous forte pression de la part d'organisations qui veulent arrêter que nous volions, en fait. Ce qui est assez sympathique, vu d'où ils viennent, qui c'est un pays où les gens volent 4 fois plus que les autres. Un petit détail. Hein. Et quand on va l'expliquer aux Chinois et aux Indiens qui n'ont jamais volé, qui n'auront jamais le droit, je souhaite du plaisir. La ministre a aussi dit qu'il taxait moins le transport aérien qu'en France. Pardon, il taxe moins en Suède qu'en France. Oui, mais alors maintenant, du ce qui est vrai, c'est que les compagnies aériennes, toute l'industrie d'ailleurs, il n'y a pas que les compagnies aériennes, nous avons pris depuis 10 ans des engagements pour protéger l'environnement, qui sont des engagements extrêmement ambitieux. Hein. Je vous rappelle, il y en a 3. Hein. D'abord, c'était réduire les émissions par passager, et nous sommes au-delà des engagements que nous avions pris. À partir de 2020, notre croissance sera neutre en carbone, et en 2050, on s'est engagé à diviser nos émissions carbone par 2 comparé au niveau de 2005. Donc à réduire l'empreinte carbone. Je ne connais pas d'autres industries qui aient pris des engagements comparables. Il n'y en a pas. Ça viendra sûrement, hein, mais il n'y en a pas. Et donc ça fait 10 ans qu'on travaille, 10 ans qu'on obtient des résultats meilleurs que les engagements qu'on a pris. Un dernier chiffre, vous représentez 2% des émissions. Et on représente un petit peu plus de 2% des émissions. Mais ce qui est vrai, c'est... Ça progresse rapidement. Alors, ce qui inquiétait tout le monde, c'est que vu la croissance du trafic, on a dit vous allez représenter de plus en plus de pourcentage d'émissions. On a dit non, justement. Croissance neutre en carbone à partir de 2020 et baisse à l'horizon 2050. Donc, et toute l'industrie est mobilisée. Hein. Il n'y a pas que les compagnies aériennes. Hein. Il y a les constructeurs, les équipementiers, le contrôle aérien, les aéroports. Tout le monde s'y est mis. Donc je trouve que c'est très injuste de nous taxer de gros pollueurs. D'abord parce qu'on n'est pas gros, comme dirait Obélix, vraiment. Hein, bon. Et deuxièmement parce qu'on fait ce qu'il faut pour... Et de manière extraordinairement ambitieuse pour réduire notre empreinte carbone. Donc, Thierry Breton. Non mais, Alexandre, on est beaucoup plus pollueurs que vous. Et le numérique. Il faudrait le dire à la ministre du reste, parce que malheureusement, l'industrie numérique pollue plus aujourd'hui sur la planète, enfin, en termes d'émissions de CO2, que le transport aérien. On est à 3%. Et avec les chiffres que vous donniez tout à l'heure, ça ne va pas s'arranger. Donc si je vous dis ça, c'est que dans les barrières technologiques auxquelles faisait référence tout à l'heure Patrice, il y a évidemment la consommation d'énergie et la consommation électrique. Pour tous les systèmes dont je parle,
on consomme énormément. On a fait un petit calcul chez nous pour la voiture connectée dont je parlais tout à l'heure. Si jamais on ne fait pas de progrès, dans 4 ans, la voiture connectée électrique consommera plus pour faire fonctionner les systèmes numériques qui sont embarqués que pour la mobilité. Donc ça veut dire qu'on est contraint à avoir une sorte de loi de Moore à l'envers, où il faut que tous les ans, on augmente massivement, évidemment, la capacité, c'est un des challenges, je dirais, ce que l'on a, la capacité de calcul qui est de plus en plus nécessaire sur tous les niveaux de la chaîne, mais qu'en même temps, on baisse dramatiquement la consommation de l'énergie, et c'est un véritable challenge. Donc, si on dit que voilà, l'empreinte carbone, voilà, on va tout passer de plus en plus à l'électrique, y compris peut-être des avions électriques, si c'est pour avoir de l'électricité qui est fabriquée en Allemagne avec des centrales à charbon, voilà, on ne va pas vraiment régler le problème. Patrice, je vous parle. La ministre disait aussi ce matin que si on comparait le bilan carbone, la construction d'une ligne de TGV à celui d'une compagnie aérienne, elle n'était pas certaine que ce soit favorable au TGV. Oui, je vais rebondir sur cette thématique parce que c'est vrai que, comme a dit Thierry, un autre, on ne manque pas de challenge technologique, est vraiment celui de la consommation électrique ou énergétique liée à l'utilisation des supercalculateurs parce qu'on a besoin pour effectivement appliquer nos algorithmes, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la différence d'efficacité en termes de consommation énergétique entre un cerveau et un supercalculateur, c'est un facteur de 100 à 1000. C'est bien parce qu'on se dit que le cerveau, finalement, c'est une merveille de technologie, ça rassure quelque part. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, si demain on voulait passer à l'échelle, entre guillemets, en utilisant l'IA partout, pour toutes les applications, il faudrait couvrir la planète de centrales nucléaires. C'est peut-être pas dans l'air du temps. Alors il se trouve qu'on travaille sur des solutions, là aussi, et notamment en utilisant les propriétés quantiques de la matière, qui nous a offert des champs qui nous laissent beaucoup d'espoir. Et notamment l'utilisation de ce qu'on appelle la spintronique, l'électronique de spin, qui nous a permis de mettre au point... On veut bien une définition d'électronique de spin. Je ferai un petit cours juste après pour ceux qui n'iront pas au déjeuner, qui nous a permis de mettre au point des nanoneurones et des nanosynapses, donc des synapses et des neurones de taille nanométrique, en utilisant des matériaux ferromagnétiques qui miment le fonctionnement de vraies synapses et de vrais neurones, et qui sont capables d'auto-apprentissage. Alors on en est à un stade, je dirais encore amont, avec une reconnaissance des chiffres de 1 à 100, donc voilà, mais pour autant, la consommation du coût énergétique en utilisant ces fameuses nanoneurones et nanosynapses, du coup, est divisée par 10, voire par 100. Donc on commence à réduire le gap, si je puis dire, entre l'efficacité énergétique d'un cerveau et l'efficacité énergétique d'un bientôt l'intelligence artificielle sera aussi économe en énergie que l'intelligence humaine, c'est ça? En tout cas, il faut qu'on y travaille. Ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est à quel horizon que vous envisagez ces technologies de rupture? C'est 5, 10, 15 ans? Ce dont je parle, c'est minimum 10 ans, si on arrive à passer là aussi au stade industriel. Pour autant, quand on se dit, finalement, on n'a plus d'espoir face aux Américains, face aux Chinois, etc. Il y a un des pans, aujourd'hui, du monde du numérique ou de la technologie dans lequel l'Europe peut prendre un leadership mondial. Et celui, effectivement, ce que j'appelle, moi, de la deuxième révolution quantique. Alors, je suis sûr que Thierry parlera, ou a déjà parlé... Bien sûr qu'on va lui donner le micro. Pour autant, il y a un pan très important de la mécanique quantique qui s'applique dans le domaine des senseurs, de la métrologie. Voilà. Et aujourd'hui, d'ores et déjà, on a démontré en laboratoire qu'on est capable d'améliorer d'un facteur 10 à 100. Alors, nos chercheurs même disent beaucoup plus, mais restons déjà 10 à 100, ce qui est considérable dans le monde de la métrologie. Prenez un avion qui fait Paris-New York, s'il perd ses centrales de navigation, type GPS, etc., l'erreur de précision avec des centrales inertielles classiques est de l'ordre de 20 km. Avec ces centrales de nouvelle génération, faisant appel, là encore une fois, à la mécanique quantique et aux atomes froids, vous passez de 20 km à une vingtaine de mètres.
C'est la fin du contrôle aérien, alors, Monsieur Gandil. Non, mais ce sera une source de redondance supplémentaire et de sécurité supplémentaire, typiquement en ayant des systèmes inertiels de très haute précision. Alors, Thierry Breton, et puis pour parler du quantique aussi, parce que oui, c'est parce un que ce qui domaine est dans lequel important, vous c'est que, êtes, évidemment, vous connaissez en essayant de rester accessible. ma passion pour le quantique, parce qu'effectivement, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est effectivement la prochaine frontière. Alors, les échelles de temps, c'est 5, 10, 15, 20 ans sur les domaines dans lesquels on travaille, mais en tout cas, il faut savoir qu'on y travaille déjà, et que, y compris, donc, Patrice a parlé des capteurs, il y a effectivement aussi la supraconductivité, il y a un certain nombre d'éléments, et évidemment le calcul quantique, c'est là où je veux en venir, où on le voit, si on se projette sur les années qui viennent, pour pouvoir répondre à des systèmes fiables et totalement sécurisés. Parce que tout ce que vient de décrire Patrice et ce sur quoi nous travaillons, c'est-à-dire éventuellement un jour des accélérateurs quantiques qui pourront accélérer des supercalculateurs avant d'en arriver à des ordinateurs quantiques généralistes, eh bien, ça permettrait, hélas, de casser les codes de sécurité qui sécurisent aujourd'hui l'essentiel des transmissions et surtout du réseau et des réseaux et du réseau Internet en particulier. Donc on travaille déjà, il faut le savoir, on travaille déjà dans l'ère, alors on appelle ça entre nous post-quantique, c'est-à-dire comme si ces supercalculateurs qui, quand ils verront le jour, encore une fois, Philippe, je ne peux pas vous dire, personne ne peut vous dire si c'est dans 5, 10, 15 ans, mais en tout cas, des accélérateurs quantiques, de même qu'on verra, on les verra, des capteurs quantiques tels que Patrice les a décrits, on les verra, et derrière, évidemment, ça va remettre complètement en jeu toute la façon dont on doit sécuriser nos systèmes de communication, nos systèmes Internet et les systèmes également totalement sécurisés sur lesquels vous devrez travailler. Sachez en tout cas que l'Europe a lancé une initiative, et je veux le dire ici, qui s'appelle le Quantum Manifesto, en ayant décidé d'investir 1,3 milliard pour aller dans le sens de Patrice, 1,3 milliard uniquement pour des applications des recherches quantiques, on y travaille tous les deux, et c'est vrai que l'Europe, là, n'a pas à rougir. Les pays qui sont en concurrence, évidemment, les États-Unis, c'est la Chine, et c'est l'Europe. Mais sachez, je voulais juste en dire un petit mot, parce que vous entendrez parler dans les années qui viennent, on y travaille déjà, et ce seront des technologies dont vous aurez besoin, précisément, au niveau du transport aérien. Patrice. Sur ce niveau d'excellence scientifique et technique mondiale, hein, on a eu déjà 3 prix Nobel en France en physique quantique. Hein, ça a commencé en 1997 avec Claude Cohen-Tanucci qui a travaillé sur les atomes froids. En 2007, Albert Fert qui travaille dans notre laboratoire commun avec le CNRS sur la spintronique dont je viens de parler. Et puis en 2012 avec Serge Haroche. Donc c'est vrai que c'est un moyen aussi de mesurer l'excellence qu'il y a en France et en Europe sur ces domaines-là. Et là, il ne faut pas louper le tournant, quoi. Il faut vraiment y aller à fond. L'Europe a mis des fonds, c'est vrai, tu as raison Thierry, sur un certain nombre de disciplines. Je pense les capteurs, je pense aussi à la communication quantique, qui est la réponse finalement à l'ordinateur quantique. Hein. Puisque l'ordinateur quantique cassera tous les codes, comment faire de la communication quantique qui résistera à l'ordinateur quantique? C'est toujours pareil, hein, la problématique du glaive et du bouclier. L'Europe a vraiment un rôle à jouer et il ne faut pas tarder. Oui, parce que c'est un point, puisque notre table ronde porte sur l'intelligence artificielle, le discours qu'on entend, c'est que l'Europe a raté le train, que c'est les Américains et les Chinois qui dominent et domineront demain, et que c'est quasiment, pour certains le disent, irrattrapable. Alors là, c'est plutôt un message de dire qu'il y aura une deuxième révolution. Je veux juste dire une chose. Pourquoi aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aux États-Unis et en Chine, et un peu moins en Europe, alors qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. Serge Haroche, il travaille avec nous sur l'algorithmique quantique. Tous les chercheurs sont français. Pourquoi ? Parce que, souvent, aux États-Unis comme en Chine, on a un marché unifié de la donnée. Et que précisément, pour avoir, en tout cas tel que l'intelligence artificielle est conçue aujourd'hui, et je reviens à ce qu'il disait tout à l'heure, avec des algorithmes qui sont probabilistes. Pour ça, il faut avoir l'accès à des données massivement. Mais je veux vous venir, donc le RGPD est un obstacle. Non, mais le RGPD, est-ce que c'est privé. C'est un obstacle à l'excellence européenne? D'abord, encore une fois, c'est privé. Là, je parle des données d'entreprise. Pour les données d'entreprise, c'est vrai qu'il faut qu'on ait, et c'est le free flow of data, il faut qu'on ait un marché unifié de la donnée en Europe.
Alors évidemment, moi je plaide pour le fait de dire que les données des Européens doivent être, sauf contre ordre ou défaut, traitées, stockées, processées en Europe. Comme c'est le cas du reste aux États-Unis, pour la Mais plupart Thierry d'entre elles, et Breton, comme c'est le cas en Chine. le cloud souverain pour Non, lequel c'est vous avez différent, le plaidé, cloud souverain. ça a été un Non, c'est un totalement flop. différent. Le cloud souverain, c'est uniquement l'État qui veut. C'est totalement différent. Là, je parle uniquement d'unifier un marché des données. Je le dis parce que dans votre domaine, et ça a été rappelé tout à l'heure, vous traitez des milliards et des milliards de données par définition, et donc il faut vraiment inciter vos mandants à bien leur faire comprendre que ces données deviennent de plus en plus le moyen de leur création de richesse d'aujourd'hui, encore plus de demain, de recherche et développement. Enfin, vous le voyez évidemment dans les compagnies aériennes, mais c'est vrai aussi dans la gestion des aéroports, mais c'est vrai dans la gestion du trafic aérien. Et ces données, eh bien, il faut absolument les stocker et considérer que c'est effectivement, certains disent c'est l'or noir de demain, mais oui, ça fait partie aujourd'hui du patrimoine d'une entreprise, au même titre que ses brevets, au même titre que ses savoir-faire. Et il faut donc d'abord en prendre conscience, il faut s'organiser pour les stocker, il faut évidemment, Patrice, les protéger, et puis derrière, eh bien, en faire ce que font nos concurrents, qu'ils soient américains ou qu'ils soient chinois, mais ça passe, encore une fois, par le nombre, plus on a de données, plus performants sont aujourd'hui les algorithmes qui naissent de ces fameuses machines apprenantes, machine learning. Peut-être on peut entendre Alexandre de Juniac sur cette question de l'ouverture des données. C'est quelque chose qui est possible. Évidemment, c'est vraiment très secret, les données des entreprises. Donc, est-ce qu'on est prêt à les partager au nom de... C'est-à-dire que nous essayons de faire de convaincre nos mandants, notamment de partager des données d'entreprises, par exemple, tout ce qui est sécurité aérienne. Et ça, mais ça, on n'a pas de difficulté parce que tout le monde comprend que c'est un enjeu global et que c'est un enjeu supérieur. Donc, sur les données personnelles, ce sera différent. Non, ça, là, non. Ah non. Là, c'est l'or noir de... je ne sais pas si c'est l'or noir, mais en tout cas, c'est sévèrement protégé. Je pense qu'il faut plutôt s'en féliciter, d'ailleurs, quelque part. Hein. Mais dans les données techniques d'entreprise, ça, on les partage. Je voulais juste revenir sur un point. On parle toujours de la Chine et des États-Unis comme étant très très avancés et que l'Europe est larguée. Enfin, dans la partie aéronautique, en ce qui concerne les systèmes avancés et l'intelligence artificielle, l'Europe n'est pas du tout larguée. Hein. Je ne parle pas des autres domaines que je ne prétends pas connaître, mais dans la partie aérienne et aéronautique, l'Europe est plutôt assez en avance. On a évoqué le cas, peut-être Patrick Gandil, on peut en dire un mot et écouter et terminer là-dessus, la question de la cybersécurité, du risque de hacking. Me paraît quand même serait difficile de nous quitter sans en dire un mot. Donc, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on est, comme le dit l'ANSSI, face à un risque de cyber Pearl Harbor numérique? Bon, je ne me lancerai pas sur l'histoire de la guerre du Pacifique, mais on prend très très au sérieux les risques cyber. Alors, les entreprises du secteur, c'est des entreprises technologiques qui se protègent. Nous, on a essayé comme régulateur de dire il y a le cœur de l'entreprise, mais il y a aussi ce qui se passe à l'interface entre plusieurs entreprises. Il y a une interface dont en plus on est acteur à la DGAC, c'est l'interface entre le contrôle aérien et l'avion. Jusqu'à, mettons peut-être encore aujourd'hui et tout au moins hier, l'interface entre le contrôle aérien et l'avion, c'est la voix du contrôleur et la voix du pilote. C'est pas très facile de faire une faille cyber là-dessus. Au fur et à mesure où on va vers des systèmes de data link, on a de plus en plus de continuité, et c'est ça l'avenir, entre l'informatique du sol et l'informatique du bord et tout le domaine de l'avionique. Et alors là, il faut faire extrêmement attention. On ne peut pas se permettre d'avoir une mauvaise information glissée dans un système de commande d'un avion, un FAMS pour parler le jargon, qui va maladroitement être acquitté par le pilote qui aurait certainement dû vérifier, mais il n'a pas vu le problème, et puis qui va finalement induire un problème dans l'avion. Donc on est très très attentif à tout ça, et nous ne progressons là-dessus qu'avec des systèmes cyber sérieux. Et là on voit bien qu'on est à l'interface du monde des avionneurs et du monde des constructeurs de systèmes de contrôle aérien, et puis des opérationnels là-dessus. On a aussi des interfaces entre le monde de la maintenance et des pièces détachées et le monde des avions. On a des interfaces très importantes dans l'univers des passagers.
Il y a des tas d'échanges de données entre le monde des aéroports et le monde des compagnies aériennes, sur les systèmes bagages, sur des choses comme ça. Tous les systèmes de sûreté se fondent aujourd'hui sur différents types d'engins physiques permettant de faire des sortes de radioscopies de nos bagages ou de nous-mêmes. Et puis, il y a une aide informatique pour l'interprétation des images. Mais quand on regarde la réalité de ces images, quand on regarde le temps que les opérateurs ont pour arriver à détecter un objet dangereux, on voit que c'est extrêmement compliqué. Il est clair que les nouveaux systèmes et numériques et de traitement d'un grand nombre de données vont nous faire progresser là-dessus, mais il faut que ces systèmes soient sains et qu'ils n'aient pas été pollués pour une attaque cyber. Notre rêve, et on n'en est pas très loin, et j'ai de la recherche là-dessus, c'est d'arriver à faire une fouille du bagage sans l'ouvrir, mais en le regardant pièce par pièce comme si on le fouillait, parce que ça sera un progrès de sûreté considérable. Bien entendu, on doit garantir le caractère parfaitement sain de tous ces systèmes vis-à-vis de toute attaque cyber. Imaginez qu'on puisse aller de l'extérieur, changer le réglage des portiques qui détectent simplement des masses magnétiques. Ça aurait des conséquences assez significatives. Et malheureusement, ce n'est pas impossible, mais c'est pour ça qu'on essaie de se prémunir de tout ça. Donc, il n'y aura pas de progrès dans l'usage de tous ces systèmes fantastiques si on n'a pas des progrès en cyber et en cyber collective dans lequel tous les acteurs soient très attentifs à la façon dont ils ont des interfaces entre eux. Et c'est pour ça qu'on a créé un conseil de la cybersécurité dans l'aviation associant toutes ces entreprises et notamment une qui n'est pas très loin de moi. Alors justement, Patrice Ken, à la frontière, pour le coup, du civil et du militaire, la cybersécurité, le risque comme dans un avion, une aviation connectée, le risque d'une prise de contrôle du sol, c'est des choses qui sont complètement de la science-fiction. On saurait s'en prémunir, on travaille pour s'en prémunir, j'imagine. Dès lors que vous avez effectivement connecté les avions, il faut bien faire la différence d'ailleurs entre la connectivité cockpit d'un côté et la connectivité passager de l'autre, hein, qui jusqu'à présent ségrégée d'ailleurs, hein, et je pense pour de très bonnes raisons, et qui risque probablement de rester ségrégée encore pendant quelques années. Oui, potentiellement, ce sont des sources de vulnérabilité. Je crois que voilà. Après, on essaye aussi d'en parler, mais pas trop non plus, parce que plus vous en parlez, plus vous donnez des idées aux gens. Donc c'est aussi pour ça, c'est pas par timidité, mais que la profession n'en fait pas non plus une publicité démente. Si je prends un tout petit peu de recul par rapport à ces questions de cybersécurité, finalement, il y a deux grands pans ou deux grands thèmes sur lesquels on travaille. Le premier, c'est assez classique, celui de la sécurité, qu'on appelle la sécurité périmétrique. Vous protégez vos systèmes d'information. Hein. Vous avez toute la panoplie, effectivement, de la sonde souveraine, en passant par les SOC, les hackers éthiques, le consulting, etc., etc. Mais ça, tous les experts, et ça fait maintenant 5-6 ans, ils vous disent de toute façon, c'est un peu comme empiler les sacs de sable à la guerre. Il y aura toujours quelqu'un qui va passer au-dessus des sacs de sable. Et donc, en fait, depuis 5-6 ans, la profession s'est convaincue que l'attaquant, il finira toujours par rentrer, un jour ou l'autre, s'il s'en donne les moyens, y compris d'ailleurs par moyens humains, parce que la première source souvent de pénétration, c'est une erreur humaine au départ. Hein. L'idée est donc de travailler sur la protection des données. Voilà. Et de faire en sorte que les données, si quelqu'un rentre dans votre système, elles ne soient pas exploitables. Vous pouvez éventuellement les exfiltrer, mais vous ne savez pas quoi en faire. Et vous ne savez pas surtout les corrompre. Voilà. D'ailleurs, c'est un des grands champs de compétences du groupe, hein, Thales, c'est de travailler sur la protection des données. Vous les chiffrez, voilà, et vous n'en donnez le droit d'utiliser aux gens que ceux qui se conforment à une politique de sécurité établie auparavant, au préalable. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre qu'effectivement, la protection des données, et pas uniquement protection de GDPR, hein, est devenue probablement au cœur de la cybersécurité pour protéger nos systèmes, a fortiori quand ils sont safety critical comme un avion. On va terminer le tour de table avec Thierry Breton. Juste pour illustrer ce qui vient d'être dit. Si on prend un événement, par exemple, comme les Jeux Olympiques, que nous connaissons bien puisque nous protégeons l'ensemble des infrastructures des Jeux Olympiques à tous depuis des années. Sur les Jeux Olympiques, c'est des informations qui sont connues, donc je peux dire aujourd'hui, nous avons à gérer, parce que c'est un événement
qui est un événement mondial, qui attire donc le regard, évidemment. Et nous avons à gérer, pendant la durée des Jeux, on a 5000 personnes qui sont délocalisées pour gérer la protection uniquement périmétrique à laquelle faisait allusion Patrice. Nous avons à gérer 500 événements, cyberattaques et autres de cette nature par seconde, pendant les Jeux. Donc, même si on ne fait pas de publicité, d'autres s'en chargent et savent aller chercher les événements qui pourraient avoir un retentissement important. Deuxième exemple, à partir du moment où toutes les entreprises sont aujourd'hui potentiellement attaquables ou attaquées. Beaucoup du reste ne le savent pas. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a une attaque informatique, une cyberattaque, la moyenne, le temps entre le moment où on a par exemple un intrus à déposer un virus et le moment où il est détecté, c'est aujourd'hui plus de 200 jours, en moyenne. Et c'est là encore, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, avec des systèmes d'intelligence artificielle basés sur l'expérience, le comportement, on essaye maintenant d'analyser des éléments qui sont précurseurs et qui pourront à ce moment-là, alors évidemment c'est que de l'intelligence artificielle, basée encore une fois sur l'expérience, et malheureusement on commence à en avoir beaucoup par rapport à ce que je viens de vous décrire, et qui vous feront gagner 200 jours. C'est-à-dire qu'on se dit que maintenant, on peut éventuellement avoir quelques heures, mais ça change beaucoup de choses évidemment. Et puis derrière, suivre évidemment à ce moment-là, quelques heures, on peut réagir, on peut suivre, on peut à ce moment-là voire même le guider et faire en sorte qu'il n'aille pas dans les données qui soient des données critiques. Voilà. Donc là encore, l'intelligence artificielle, vous allez la retrouver dans ces domaines-là, mais il est évident que ces questions, et je parlais tout à l'heure de cette appréciation plutôt holistique désormais qu'il faut avoir, à partir du moment où chaque point d'entrée, chaque générateur de données est potentiellement un moment où il y a quelques métadonnées qui vont remonter dans un système central, chaque point de génération de données devient potentiellement un point d'entrée. Et il faut donc évidemment, et c'est là où j'y reviens toujours à ce que je disais, il faut donc des algorithmes extrêmement sophistiqués, beaucoup de puissance de calcul pour pouvoir se protéger. Mais comme on dit en bon français, it's a never-ending fight. Bien, ça sera le mot de la fin parce qu'on doit se retrouver à 14h pour cet après-midi et il est déjà tard. Merci, on peut vous applaudir, je crois, Merci. pour toutes ces informations. À bientôt. Merci.